qui va devoir déménager. Absolument. La Banque alimentaire est située sur le chemin Louisville. Oui, puis depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ouais, mais les agressions sexuelles dans les différents milieux et aussi sur le silence. Le silence dont vous parlez, là, on appelle ça un silence institutionnel. Bienvenue à Parle Jazz Jazz. Bon mois d'octobre. 1er octobre aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai Luc Doucette ici sur le panel qui est avec moi. Bonjour, Luc. bonjour, Seb. Bon retour. Ça fait du bien d'être de retour. J'ai passé un 10 jours en forêt, déconnecté de tout. Ah! Le calme absolu, donc recontact avec la nature. C'était vraiment bien. Ben, ça fait drôle que tu dises que ça fait du bien de revenir, parce que t'avais l'air bien, là, dans le contact J'étais bien, mais avec- écoute, pour moi, Papa Jaja, c'est un incontournable. Ça fait partie de ma vie. J'adore ça. Et ça va Là, jaser aujourd'hui. J'ai même remarqué qu'il y avait des auditeurs du Resté Gauche qui étaient là les matins, qui nous écoutaient. Hey, c'est merveilleux, ça. Absolument. Peut-être que les gens de CIMS sont pas heureux, par exemple. Ah, ben ça, c'est la vie. C'est la vie. Parle Jazz va chercher des gens un peu partout. Hey, mais bienvenue à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Un petit message à envoyer comme ça. J'ai eu un appel juste un peu avant l'émission, puis c'est juste un message de précaution parce que le soleil se couche de plus en plus tôt. Il commence à faire noir plus tôt. Et puis là, j'ai une femme de Saint-Antoine qui m'a appelé pour dire faites attention. Il y a des gens là, vers 7h15 qui se promènent sur le bord des rues, mais habillés en noir. Et puis on les voit pas. Et puis ça devient dangereux. Alors tentez, s'il vous plaît, d'être visible, là. Pas juste dans le coin de Saint-Antoine, mais partout où vous vous promenez le soir. Il faut être visible lorsque la lumière s'éteint, la lumière du jour. Porter des vêtements pâles, porter des vêtements avec des bandes qui reflètent la lumière, c'est très important parce qu'on ne veut pas d'autres accidents de la route. Là. Des gens, des marcheurs, des marcheuses qui se font percuter par une voiture. C'est extrêmement dangereux. Soyons toutes et tous prudents. Absolument. Donc, le message est passé. Et aujourd'hui, bien, on va parler de différents sujets. Luc, les banques alimentaires, l'itinérance. Il y a aussi un article qui est sorti sur Radio-Canada concernant les plaintes contre le père Camille Légère dans le bout de Cap-Pelé. On reviendra sur tout ça et on vous invite à participer à l'émission par courriel. Vous nous envoyez vos questions à cjse@cjse.ca et par téléphone, les lignes sont déjà ouvertes. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133. Je vous souhaite un beau Parle Jazz du mercredi. Aujourd'hui, Luc Doucette est avec moi ici. Et puis, je regardais, Luc, l'actualité ce matin. J'ai lu plusieurs articles sur Radio-Canada, dont un qui me parlait des banques alimentaires et la Banque alimentaire Deuxième Chance à Moncton qui va devoir déménager. Absolument. La Banque alimentaire est située sur le chemin Louisville. Oui, puis depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Ouais, mais ça fait le longtemps. problème qu'il semble y avoir, l'espace est devenu trop petit. Exact. Ça veut dire c'est extrêmement malheureux de plus en plus dans des gens qui fréquentent des banques alimentaires. Et on ne parle pas seulement des gens sans emploi. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire minimum ou près du salaire minimum, qui ne peuvent absolument pas joindre les deux bouts et doivent fréquenter les banques alimentaires. Moi, je me souviens, j'avais travaillé dans le Restigouche au milieu des années 80, peut-être début des années 80, à l'installation d'une banque alimentaire. Il y a des gens de la communauté qui étaient insultés, disant « Nos gens n'ont pas besoin de ça ». Puis, écoute, c'est un fait à l'époque. Puis, Le monde et les temps changent. 45 ans, 40 ans plus tard, le besoin est encore plus criant, plus grand. C'est très triste lorsqu'on voit ça. Oui, pour ce qui est là, de la Banque alimentaire à Moncton, Deuxième Chance, ben, on a dit au directeur général Chris Pellerin dans la lettre de non-renouvellement que quand même, il pourrait poursuivre ses activités, passer le délai. On lui a donné une échéance en décembre. Mais bon, il pourra continuer le temps de trouver un autre local. Deuxième Chance ouvrait seulement, si on regarde, là, il y a quelques années, en 2022, ouvrait seulement 9 jours par mois. Il y avait 15 visites par jour à peu près. Donc, 1600 visites par an. Et maintenant, c'est ouvert 4 jours par semaine, puis c'est une moyenne de 50 visites par jour. 5 Quand on dit 000, que ça a il explosé. calcule à peu près 5 000 ou 8 000 par année. C'est quand même incroyable. Puis comme je dis, c'est pas seulement des gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de travail. C'est des gens-là, ils ont le choix. Ils mangent pas. Paye le loyer, paye pas le loyer. Tu payes pas le loyer, tu te fais expulser. Tu te trouves où dans la rue? Des loyers à un coût moyen, un prix moyen, ça se trouve pas dans les gens de Grand Moncton-Dieppe. C'est Non, impossible. c'est clair. C'est absolument aberrant de voir ça. Écoute,
Le Canada, qui est parmi un des pays les plus développés où les gens sont le mieux au monde, on voit ça chez nous. C'est pas seulement dans le sud-est du Nouveau-Brunswick ou au Nouveau-Brunswick, c'est partout au pays. Oui. Puis là, la course est lancée pour deuxième chance pour trouver un nouveau local. Là. Il va falloir qu'il le fasse assez vite. Parce que on va en avoir besoin d'un. Il y a un nouvel espace, on dit qu'il doit être situé proche d'un arrêt d'autobus. Hein, ça va aider. Dans la même zone que le site actuel. Il faudrait que ça soit à cheval entre Dieppe et Moncton parce qu'il y a à peu près 51 des demandes qui viennent de Dieppe et 49 de Moncton. Donc, c'est presque 50-50, là, on dirait. Et il y a plusieurs des clients qui n'ont pas les moyens de se déplacer à pied, en autobus. Donc, la proximité à la place Champlain, ça le rend beaucoup plus accessible. On voudrait que ce soit encore dans le secteur. Oui, il ne faut pas oublier qu'à Moncton, il y a le dépôt alimentaire Food Depot, qui est vraiment le dépôt pour l'ensemble de la province du Nouveau-Brunswick. Oui, il chapeaute toutes les banques alimentaires. Tiens-toi bien, là, Seb. Depuis 3 ans, augmentation de 140 des gens qui fréquentent les banques alimentaires au Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est surtout dans les grands centres, Fredericton, Saint-Jean et le Grand Moncton. Ça monte en flèche. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Hey, c'est sûr que ça monte sans arrêt. Hein? C'est ça. Les gens en ont besoin. Il y a l'inflation, il y a toutes sortes de raisons, mais on va de plus en plus au bas. Le prix des aliments. C'est pas achetable. On peut se le permettre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas achetables. Parfois, je choisis de ne pas acheter. Je voulais faire une salade de céleri rave. J'avais de la visite chez moi il y a quelques semaines. Je prends un céleri rave gros comme un navet moyen. Donc, pas un gros navet, très moyen. Gros, un peu plus gros qu'une balle de softball. Quand je viens à passer à la caisse, la dame dit 11,49 ou 11,98. J'ai dit, non, mais j'ai seulement un céleri rave. Elle dit, monsieur, c'est le prix. Je dis, madame, je le prends pas. Je trouve ça, c'est incroyable. Prenons donc. Des fois, juste du melon d'eau. Couper déjà en petits morceaux, 8-9 pour quelques petits morceaux. Je me dis, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, des choux-fleurs, le printemps dernier, à l'hiver, 10,99 pour un chou-fleur. Non, merci, on va prendre d'autres choses. À ce moment-là, on dit aux gens, achetez des produits surgelés. Les prix sont beaucoup plus raisonnables. Tu les plonges en eau bouillante quelques minutes, puis c'est prêt à manger. Moins cher qu'un produit frais. C'est sûr que c'est moins bon qu'un produit frais, mais ça fait l'affaire. À un moment donné, presque pas le choix. Hein? Et puis, je vais souhaiter là, pour le meilleur pour la Banque alimentaire Deuxième Chance là, à Moncton, parce qu'en plus, en se trouvant un nouveau loyer, eux, ils vont sûrement payer plus cher que ce qu'ils payaient. C'était à peu près 1500. Ça risque de monter. Puis, on dit quand même du côté de Moncton et Dieppe qu'il y a des programmes de subvention, mais ils n'ont même pas reçu de programme là, par rapport à Deuxième Chance encore à ce sujet. On espère que Deuxième Chance fera la demande. Puis, subvention, il a quand même reçu 18 619 $ du programme de soutien aux ressources alimentaires communautaires pour 25-26. C'est des bagatelles. C'est pas grand-chose. 18 619 $. Lorsqu'on dit qu'on a la clientèle augmentée en flèche, on va servir plus de 8000 personnes cette année. C'est pas assez, voyons donc. Et donc, ces gens-là, et donc les banques alimentaires? Bien, c'est partout le problème, hein, aussi. Regardez à l'échelle de la province, là, tout le réseau des banques alimentaires est à la croisée des chemins qu'on dit qu'il va falloir changer de stratégie. Il y a même le directeur général de Nourrir NB qui avait tiré la sonnette d'alarme, M. Stéphane Sirois. Il disait que le problème, c'est pas le manque de nourriture, mais c'est la structure qui est trop vieille, qui est rendue archaïque, qui menace de s'effondrer si on ne donne pas différents changements. On sait que le réseau approvisionne 67 entités à travers la province. Il y en a une douzaine, c'est des cuisines communautaires. Et les chiffres sont assez alarmants. On parle, c'est ça, des visites qui ont augmenté, c'est partout. Comme on regarde en 2022, 133 000 visites qui avaient été enregistrées. Le chiffre est passé à 320 000 2 ans plus tard. Les banques, le dépôt alimentaire, ça leur prendrait absolument quelqu'un qui est spécialisé en amélioration des processus. Oui, bien, ingénieur industriel, ça, c'est leurs emplois. Comment améliorer le processus pour essayer de sauver de l'argent ou faire une chose qu'on donne un rendement plus efficace. Et je crois que Dépôt alimentaire, Food Depot est rendu là. Aller chercher quelqu'un d'expérience. Il y a des gens que je suis convaincu qu'ils vont s'offrir de faire ça gratuitement pour réorganiser le système. Mais ça va sûrement venir avec un certain coût, mais parfois, il faut dépenser pour épargner par après, puis rendre un meilleur service. Mais c'est ça, l'idée de tout refaire, le système, là, c'est pas une mauvaise idée. Mais il y a des nouveaux modèles. Si on regarde à Saint-Jean, il y a 5 banques alimentaires. Mais est-ce qu'on a besoin de 5 gérants, 5 comptables, 5 édifices, 5 conseils d'administration? Tout à fait. Ben, peut-être pas qu'on aura besoin de ça partout. Il y a des banques alimentaires qui pourraient jouer un rôle de satellite ou de centre de distribution dans les régions. Puis, on regarde aussi vers les banques alimentaires mobiles qui pourraient desservir certaines communautés. Tout à fait. À un moment donné, il y avait un autobus qui desservait le Grand Moncton. C'était comme une popote mobile. Ils servaient de la nourriture un peu partout. Ils ouvraient la porte. Ils servaient ça aux sans-abri.
Ça a duré pendant plusieurs années, mais maintenant, c'est mort de sa belle mort, faute de financement. Encore là, l'argent est manquant et le problème. Ces gens-là ne peuvent pas tout développer tout seuls. Ça fera l'aide de la province. La province doit investir. On a des gens dans le besoin. On ne peut pas les laisser à eux-mêmes. La province a un devoir, une responsabilité morale. C'est important. Et puis la gêne, là, Luc, d'utiliser les banques alimentaires, on sait qu'il y avait une certaine gêne ou une honte d'aller demander, mais là, c'est en train de disparaître. Il y a de plus en plus de gens de n'importe quelle classe de la société qui se disent on va y aller parce que ça n'a pas de bon sens. Absolument. Moi, j'ai présidé, les gens qui me connaissent savent que j'ai présidé pendant près de 10 ans le conseil d'administration de la Maison Nazareth, qui est un refuge pour sans-abri. À l'époque, on avait 40 lits. Et tous les fins de mois, c'est ce moment-là que les gens, dans le besoin, ont plus de difficultés à joindre les deux bouts. On ouvrait nos portes les samedis et les dimanches. On offrait un souper, 3 services, tout compris. On ne posait pas de questions. On ne jugeait pas les gens. Aucune discrimination. On faisait pas de prière. On était là pour donner à manger aux gens. Un repas chaud. Les gens, lorsqu'ils en restaient, on disait, voulez-vous en apporter chez vous? On leur donnait ça. On avait des contenants de plastique, des contenants recyclables. On leur donnait. Il y a un monsieur qui vient. Et puis moi, j'étais là... pratiquement tous les fins de mois avec mon épouse puis un groupe d'amis. On aimait préparer le repas, le servir. Je vois ce monsieur-là, bien mis, bien rasé. En anglais, on dirait clean cut. On lui a servi le repas. Je lui ai dit « Bienvenue ». Il s'est mis à pleurer. Il était en 2 emplois. Il attendait l'assurance emploi. Puis il n'y avait pas d'argent pour s'acheter à manger. J'ai eu le cœur brisé pendant une semaine, Seb. Tu ne peux pas t'imaginer. Il était très reconnaissant de ce qu'il avait pu recevoir de la Maison Nazareth. Vraiment. Bon, c'est sûr que c'est un travail qui est tellement important, mais il faut que les gens aussi soient à l'aise là, de faire la demande. Puis vous pouvez nous le dire, hein, le 506-532-0133, les utilisez-vous, vous, les banques alimentaires? Et est-ce qu'il y a toujours cette petite gêne qui existe? On voudrait le savoir. Et puis, quelque chose aussi qui est remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant dans les clientèles de banques alimentaires. Peu importe la région, il y a toujours une hausse là, de la clientèle. Mais si on regarde dans le Madawaska, il y a l'atelier Rado qui a vu sa demande exploser l'année passée. Ils ont aidé presque 7000 personnes, mais 34 % étaient des enfants. C'est extrêmement... Là, rendu là, ben, on se dit, ouais... C'est ce que ça veut dire que ces enfants-là arrivent à l'école le matin avec pas avoir pris de petit déjeuner. Une boîte à lunch pratiquement vide. Là, maintenant, on va offrir des petits déjeuners, mais on n'offre pas les dîners encore dans les classes du Nouveau-Brunswick. Je pense que c'est une obligation que le gouvernement se devrait regarder ça de plus près et offrir ces repas-là. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est de la faute des parents. Ils vont s'acheter de la boisson gazeuse ou de l'alcool ou des cigarettes au lieu de nourrir les enfants. » Ouais. On ne peut pas punir les enfants si les parents font des mauvais choix. Point final. Absolument. Eh bien... les banques alimentaires, il faut changer la structure, en tout cas. Absolument. Puis les enfants, c'est notre avenir. C'est notre avenir. Puis un enfant qui arrive à l'école, le ventre vide, comment peut-il étudier et écouter ce que l'enseignante lui offre? C'est pas possible. Voyons donc. Bien d'accord. Puis, nourrissons nos enfants Absolument. Au plus vite. Nourrissons les gens dans le besoin. Point final. C'est certain. Eh bien, pour ce qui est des banques alimentaires, si vous avez des choses à rajouter ou des questions à poser, on pourra tenter du mieux qu'on peut de répondre à vos questions. Vous nous appelez au 506-532-0133. Et autre sujet que j'ai vu passer ce matin, la GRC qui dit qu'elle n'a trouvé que 4 plaintes contre le père Camille Légère. On va aller dans ce dossier assez épineux. Un père qui aurait abusé de dizaines d'enfants pendant une vingtaine d'années à Cap-Pelé. Les signalements auraient été déposés tous après sa mort, mais c'est là qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils disent qu'il y aurait eu des signalements avant 1990. D'autres qui disent que non. Il y a entre autres un qui avait témoigné, Jean-Paul Melançon, un des nombreux jeunes garçons qui avait été agressé sexuellement par le curé en question, qui a officié dans le village entre 1957 et 1980. Et les agressions auraient commencé quand il n'avait que 7 ans, lui. C'est dans toutes sortes de choses, hein, parce que lui, le père Camille Légère, s'occupait d'activités sportives, culturelles dans le village de Cap-Pelé. Et puis, il y avait comme un non-dit, on dirait, dans ces années-là. On va aller prendre un appel, Luc. Parle Jazz, on vous écoute. Parle Jazz, on vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la ligne? Je ne l'entends pas. Bon, ben, je vais raccrocher, vous pourrez réessayer. 506-532-0133. Donc, pour en revenir à Jean-Paul Melançon,
Et d'autres victimes aussi pensent que la GRC a reçu des signalements avant 1990. Puis, il y en a des victimes qui disent que les autorités auraient fermé les yeux sur les agressions de M. Camille Légère. C'est peut-être aussi la culture à cette époque-là, hein, Luc? Il ne faut pas oublier que l'Église catholique était très omniprésente, emmenait large, comme on doit dire. Ce que le curé disait, les gens ne s'objectaient absolument pas. Un enfant arrivait chez lui, il disait, le curé a fait ci. On ne parle pas du curé. Il ne fallait pas parler en mal, c'est ça. Il ne fallait pas en parler. Là. Et il y a peut-être eu des plaintes. Est-ce que la GRC a été négligente, a dit « Ah, c'est un enfant, c'est peut-être pas vrai. » Mais il faut dire aussi que écoute, pas seulement la GRC qui est impliquée. C'est toute la culture populaire. Est-ce que je crois que personne s'en était rendu compte que pendant 20 ans, 30 ans, que Père Camille Légère abusait des enfants? Les gens s'en doutaient, mais n'osaient rien dire parce que c'était le curé. Et ça a peut-être été très, très bien caché aussi pendant un bon moment. On va prendre un appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, c'était pour parler de l'inflation puis ces choses-là. Vous parliez auparavant pour les food banks. Oui. Oui. Non, nous autres, comme notre situation, mon épouse et moi, on avait... on a encore on a 2 enfants. Puis quand ils étaient jeunes, tout ça... Ça coûtait cher pour les mettre dans les garderies. Ce temps-là, il n'y avait pas les programmes qui en sortent, c'est moins dispendieux. Puis là, financièrement, nous autres, ça nous avait comme... On était comme un bateau qui prenait de l'eau avec toutes ces dépenses-là. Là, le manger, l'inflation dans ces années-là était moins pire qu'elle était dernièrement. Ben, quand même, nous autres, à la fin, ça qu'on était obligés de faire, au lieu, on ne voulait pas aller dans les food banks, ces choses-là, on avait juste accumulé beaucoup de dettes. Puis là, on a beaucoup de dettes étaient sous mon nom, puis ça que j'avais choisi de faire, c'est juste comme une restructuration. Puis là, moi, j'étais comme le fall guy, on pourrait dire. Puis au lieu d'aller dans les food banks, moi, c'était pas bien quand même. Tu sais, là, les banques, tu empruntes l'argent des banques, ben quand même... je ne vais pas prendre pitié sur les banques. À la fin, il y avait des dettes que je n'étais pas capable de payer de nouveau. Ben, j'ai fait une restructuration, puis c'était selon la loi de l'insolvabilité. Au lieu d'aller au food bank, j'ai juste restructuré mes dettes. Puis les banques, je crois qu'ils allont bien faire quand même. J'ai pas été capable de tout payer. Ben quand même, je prends pas pitié sur les banques. À la fin, c'était mon honneur était de repayer, mais j'ai pas été capable de tout payer. C'était mieux ça qu'aller à la food bank, de mon opinion. Vous aviez vraiment, c'était une gêne ou c'est juste parce que vous vouliez pas l'utiliser? Quelle est la raison exacte? Ben, c'est ça, je voulais... c'était une gêne de pas tout payer mes dettes non plus. Je suis pas fier de ça. Il y a beaucoup de monde qui pense... c'est pas en anglais bankruptcy, c'est juste des restructures, c'est comme une restructuring qu'ils appellent. Puis si le monde saurait, toutes tes RSP, tu pourrais avoir 500 000 $ en RSP, ils les prennent pas. Au Canada, c'est plus, même quelqu'un qui va aux études après 7 ans, ça peut être mis dans le paquet, ça. Le monde n'est pas au courant aujourd'hui, il pense que tu perds tout. Aux États-Unis, c'est beaucoup d'avocats, toutes ces choses-là. Au Canada, c'est quand même un système que ils veulent que la personne se rétablisse puis vienne de nouveau à dépenser. Tu sais, l'économie, tu sais, moi, pour amener là, j'étais comme under the... Là, j'étais comme un boxer qui était dans les ropes. Tu sais, là, ben, à la fin, ils voulaient que tu dépenses de nouveau. C'est juste que les lois au Canada sont beaucoup plus bien pour les consommateurs. Puis avec l'inflation, des fois, nous autres, ça aurait été impossible à en sortir. C'est comme un hamster que tu nous roues, puis il y avait pas de manière qu'on sortait. De manière ici, moi, j'étais le fall guy, puis ça a bien marché, puis je voulais juste dire s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation, je m'ai éduqué beaucoup, puis tu sais, un exemple, l'RSP, j'ai quand même toutes mes RSP, il y a beaucoup de monde qui les sortent, les RSP, puis là, tu payes des taxes, puis là, tu n'es pas de l'avant. C'est mieux de les garder, puis le programme-là, c'est un bon programme, puis... Vous parlez d'un programme de restructuration ou c'est pas une faillite? Oui, c'est ça. C'est pas pareil comme une faillite? C'est classifié comme une faillite. OK. Mais c'est une restructuration. C'est en anglais Consumer Proposal qu'ils appellent. Oui. Ouais, puis moi, je savais pas que ça existait. Moi, je croyais que c'était une faillite. Tu perdais tout, tu sais, là, comme tu perdais ta maison, tu perdais tout. Non, tu gardes ta maison, tu gardes tout.
c'est Assets en anglais. Puis c'est un bon programme. Puis je veux dire, pour mon honneur, c'était pas bien. Tu sais, là, tu veux tout payer tes dettes, tu sais, là. Mhm. À la fin, comme j'ai dit, je prends pas pitié sur les banques. Là. Je crois qu'il y en a être correct. On s'entend. C'était mieux faire ça que continuer à caler, puis après ça, il fallait que j'arrête d'aller food banks. C'est ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ne sait pas ça. On dirait que puis c'était difficile pour moi à le faire. C'est difficile même pour moi à en parler. Quand même, à cette heure, tout va bien, puis ça nous a aidé beaucoup. Sinon, j'aurais jamais été capable d'en sortir. J'aurais été freedom, je suis pas retiré, là, j'aurais été capable de me retirer à 80 au lieu de peut-être 55, là. C'est freedom 80, là. Puis après ça, tu retires pour un an, puis après ça, t'es 6 pieds sous la terre, là. C'est un programme qui existe. C'est, les créanciers sont approchés. Mais donc, tu dois 50 000 $. Tu dis au créancier, écoute, moi, c'est impossible. Je ne peux pas payer. Soit que je lance la serviette, puis je ne vous paye pas, ou que coupez ce que je peux vous donner, arrêtez les intérêts. Je vais essayer de payer 30 000 au lieu de 50. Puis, la plupart du temps, les créanciers vont accepter ça pour fermer la porte. Mais c'est à qui vous vous adressez? Comme par exemple, vous, quand vous avez fait votre structuration, là, vous au téléphone, vous vous êtes adressé où à prime abord? Il y a comme une compagnie comme Allen Marshall & Associates. C'est pas... Il faut faire attention avec ça. Ah oui, c'est légal. C'est des créanciers qui sont certifiés avec le gouvernement. Il y a d'autres compagnies, il faut faire attention avec ça. Il y a des compagnies, we reduce your debt. Tu sais, là, ils prennent le monde, là. Ici, c'est le gouvernement qui sont licenciés du gouvernement, puis ils peuvent pas aller... tu sais, là, il y a des compagnies qu'il faut que tu fasses attention avec ça. C'est comme des... ils appellent ça des non-profit credit counseling. Il y en a deux, là. Tu payes toute ta dette, mais tu n'as pas d'intérêt. C'est ça, tu payes comme 30 % de ta dette. OK. Anyway, c'est juste que ça, c'est un niveau avant d'aller dans la rue. On n'était pas dans la rue. On était correct. On a toujours été correct. C'est juste qu'après un an avec les enfants, puis c'est comme un bateau qui prend de l'eau. Tu regardes en bas, puis oh my God, tu commences à prendre de l'eau. Oui, c'est important de s'arranger avec les ressources. C'est ça. Puis après un an, si tu ne vas jamais en sortir, puis il faut que tu le réalises. Si je ne vais jamais m'en sortir sans ces programmes-là, c'est correct, ça. C'est correct. Il y a des programmes-là qui sont là pour aider les gens. Il y a beaucoup de monde qui a peur de parler de ça, puis ils ont peur. Oui, absolument. C'est une affaire de pride en anglais. C'est là le bon mot. La fierté. La fierté, puis moi, je suis quand même... À la fin, je l'ai accepté, puis c'est un programme... Tu sais, les créanciers... Vous regardez les créanciers comme unis, c'est la caisse. Tu sais, on était membre à la caisse. Mais la caisse, tu connais toutes les personnes, tu connais la personne qui t'a prêté l'argent. C'est encore pire, ça. Quand tu fais affaire avec des grosses banques, là, c'est comme un robot. Tu parles à un robot, tu parles même pas à une personne. C'est plus facile à faire, ce programme-là. C'était difficile. Une fois que je l'ai accepté, j'étais correct avec ça. Puis c'est ça le système. Et là, l'économie, ça roule avec le monde qui dépense. Puis je vais dépenser de l'argent de nouveau. C'est juste, j'étais comme une hangover pour un bout. Puis là, je vais sortir de nouveau. Ah, c'est parfait, ça. Vraiment, vous avez pris une bonne décision dans votre cas. Là, puis merci pour votre message d'encourager aussi les gens à prendre des mesures si le besoin se fait sentir avant que ça vienne trop grave. C'est ça. Puis aussi, comme je l'ai mentionné, les RSP, il y a beaucoup de choses, comme ta propriété. Tu ne vas pas nécessairement perdre ta propriété. Si tu as une hypothèque sur ta maison, tu continues à faire des paiements ou ton char, ça touche. C'est un bon programme que, comme je l'ai dit, les RSP, disons que tu avais 500 000 $ en RSP, ils ne peuvent pas le toucher pour la dernière année de contribution. Ils ne peuvent pas les toucher. Ah, c'est bon. Les banques essaient de te faire croire que, sors tes RSP puis donne-nous l'argent. Non, je ne le sors pas. C'est une cage autour de l'RSP, puis ça fait de l'allure, c'est pour protéger ton futur. Beaucoup de monde qui ne sait pas ça. Moi, je m'ai éduqué. Moi, je n'avais sorti des RSP, puis moi, je m'ai éduqué, j'ai écouté des podcasts, beaucoup, puis éventuellement, on a même vendu notre maison. Une fois que tu es dans ce programme-là, c'est 5 ans, on a même vendu notre maison, puis j'ai même vérifié avant, j'ai appelé l'office, j'ai dit, je vends ma maison, puis si l'argent, une fois que la deal est faite, les créanciers l'ont accepté, tu peux gagner la lottery après. La journée après, où tu peux vendre ta maison, ton argent à toi.
OK. Parce que ça a été Tandis que signé, la faillite, à chaque année, la faillite est différente que ça. Là. La faillite, disons, ça prend, je crois, 3 ans à sortir. Disons, 1 an après, tu gagnerais la loterie ou tes inheritance, ben là, il faut que tu donnes une partie de ça. Là. C'est beaucoup, c'est un bon programme. Ça fait rien que depuis 2009 que tu as sorti ce programme-là. Ah, ben merci beaucoup de nous en avoir parlé. Oui, non, je voulais juste... ouais, c'est ça. Puis moi, je suis pas comme Donald Trump, là. Lui a été bankrupt 10 fois, là. Ben, moi, j'ai... Non, c'est ça. Ben, une fois, mais ça a fait le travail. Ben, c'est ça, ben, on s'en reparle. OK, ben merci beaucoup. On va Merci, prendre un autre appel. bye-bye. Bonne journée. Bye-bye. Parle Jazz. On vous écoute. Bonjour. On parlait de Camille Légère de Capelé. Oui. Je vais donner un exemple que des polices, apparemment, avaient un dossier de 2,5 pouces d'épais. Ah oui, hein? Une victime qui rentrait et qui dit, regarde, j'ai été abusé, tati, tata. La police prend tout ça en note. On va voir le prêtre l'envoie à l'évêque parle avec la famille. Hey, vous n'allez pas faire ça, vous allez mener d'argent ou whatever. So, OK, so, le prochain, il vient. So, ils ont eu 2,5 pouces de mer. C'est pas le RCMP qui n'a pas fait leur job. Mm-hmm. C'est le diocèse qui décourage tout le monde de continuer. Ça se peut, ça. C'est exactement ce que Luc disait. Oh, c'est fort possible. L'Église catholique avait tellement de pouvoir. Puis qu'est-ce qui arrivait, malheureusement? Il arrivait un incident quand un enfant de l'Église, le diocèse ou l'archidiocèse le savait. Ah, on va le mettre dans une autre paroisse. Oui. Ça arrivait pas seulement au Nouveau-Brunswick, ça arrivait partout au Canada. Partout dans le monde, devrais-je dire. Oui. Oui, comme nous autres, Livy Noël à Tragédie, ils l'ont envoyé en France 5 fois. Puis quelque chose que le monde, qui n'a pas sorti dans le silence, moi j'étais un des victimes dans le silence, c'est quelque chose qui n'a pas sorti, c'est qu'il y a une doctrine qui s'appelle restriction mentale. Une doctrine de 600 ans de Dieu. En anglais, c'est mental reservation. Mm-hmm. Que ça donne le droit à l'évêque de compter une menterie pour sauver l'Église d'un scandale. Vous ne me croyez pas? Juste à googler restriction mentale. Si c'est vrai, c'est honteux, rien de moins. Oh non, c'est sûr, ben c'est comme ça. Comment ça fait que ça dure si longtemps? Ben, t'as une doctrine de même qui t'aide. Moi, quand j'ai rencontré l'évêque, il m'a donné la main. Il dit, il faut que tu comprennes, c'est pas moi qui étais l'évêque dans le temps. La deuxième chose qu'il me dit, à ce que je sache, c'est le premier gars qui l'accuse. Mais je vais le dire comme il faut. À ce que je sache, que je veux t'avouer, c'est le premier gars qui l'accuse. So, ils faisant ça fait 600 ans coupé. Réservation mentale ou en français, ouais. En tout cas, en anglais, c'est mental reservation. Il y a des fois, aux États-Unis, quand ils prennent pas nécessairement le président, mais ils mettent avant sa Bible, ils disent « I take this oath without using mental reservation Mm-hmm. ». So, puis, dans le silence, Bastarache a rencontré, il y a des 50% des jeunes à Capelé. Tout à l'heure, vous disiez 4 ou 5. Non, c'est beaucoup plus que ça. Si tu as un dossier 2,5 pouces, non, c'est ça. Moi, je disais que ce que la police a répondu, quand on a fait les demandes de qu'est-ce qu'il y avait eu comme plainte, ils ont dit qu'il y avait eu 4 plaintes, puis c'est tout après 1990. Oui. Mais les gens, les victimes, poursuivent leur démarche avec leur avocat, qui est Joël Étienne, pour montrer qu'il y avait eu des plaintes avant ça. Là. Et depuis la GRC dit, on ne peut pas divulguer aucune information actuellement, ce qu'on a des dossiers, de peur de déranger l'enquête. Pas seulement ça, c'est comme le maire de Capelé qui a dit dans le silence, « I wouldn't touch that with a 10-foot pole ». Ben oui, si tu commences là-dedans, tu vas te rendre au Vatican. Ah, c'est clair, ça relève de là, ça partit de là. Mais il faut aussi dire que les parents avaient un rôle à jouer. Les parents il y a beaucoup de parents, je suis convaincu, moi. Ah, parlons pas de ça, c'est le curé. Ça va passer, arrêtons. Oh, non, c'est fort possible. L'Église catholique était très forte à l'époque. Moi, je me souviens que ma mère m'a dit qu'elle avait été à la confesse, puis elle avait confessé d'avoir empêché la famille. Le curé lui a refusé l'absolution. Ah oui. À l'église de Saint-Sauveur, il y avait un enseigne à la porte. Toutes les femmes qui ne pouvaient pas être enceintes, qui n'étaient pas enceintes, qui pouvaient l'être, ils mettaient leur nom. Sur tu sortais de l'église, tu voyais ton nom. Puis comment vous êtes sérieux quand vous dites ça, là? Oui. Quand c'est quelque chose que tout le monde a entendu quand c'était jeune,
faut pas parler mal d'un prêtre. Ça, c'est vrai. Non, c'est ça. Mais là, heureusement que les choses changent. Là. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus dénoncées. Puis l'avocat là, des victimes, Joël Étienne, il pense qu'il devrait y avoir une enquête publique au Nouveau-Brunswick sur toutes les agressions sexuelles dans les différents milieux et aussi sur le silence. Le silence dont vous parlez, là, on appelle ça un silence institutionnel. Puis ça a permis que les crimes se poursuivent pendant des décennies. Alors, on voudrait une enquête publique là-dessus. Oui. Puis dans cette enquête-là, il faudrait que l'évêque de Bathurst ou n'importe quel autre évêque nomme toutes les personnes qui ont été toutes les prêtres, de nommer toutes les prêtres qui ont été que les victimes sont avancées contre. Ouais. Mais moi, je sais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas à Bathurst. Parce qu'il y a encore des prêtres qui vivent encore puis ne voulons pas faire ça. Les prêtres sont ailleurs, mais ils ne voulont pas dénoncer. Moi, je crois que cette enquête-là devait être beaucoup plus large que seulement auprès de l'Église catholique. Ben, c'est ça que c'est. Parlons des écoles. Les scouts. Rappelons-nous les scouts. Rappelons-nous King's Clear. Il y avait un gardien qui abusait des jeunes enfants pendant une trentaine d'années. Voyons donc. Oui. Un peu partout, les directeurs de loisirs, les responsables de gymnase, de piscine, il faudrait avoir... Ben, c'est ça. Puis pas juste chez les francophones, chez les anglophones aussi. Ça a vraiment été répandu. C'est pas d'hier que c'est là. Les petits coachs, les coachs de joueurs de hockey. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est accusé, puis quelqu'un lui dit tout le monde savait qu'il était pédophile. Quoi? Tout le monde savait, puis ils se sont fermés les yeux. On a une responsabilité, là, lorsqu'il arrive des choses comme ça. Oui. Absolument. Mais merci beaucoup pour votre appel. On va poursuivre. Et puis, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, juste que quand tu annonces ton numéro de téléphone, pas si vite. OK, je vais dire le 506-532-0133. Merci beaucoup. Bonjour. Votre appel, bonne journée. Bon 1er octobre, vous êtes toujours à l'écoute de Parle, Jase. En ce mercredi, on s'est entretenu sur plusieurs sujets. Vous pouvez toujours continuer d'appeler à l'émission pour partager vos idées, vos commentaires, vos questions parmi les différents sujets qu'on a abordés, que ce soit le père Camille Légère et l'itinérance, les banques alimentaires au 506-532-0133. Et justement, parlant d'itinérance, Luc, le gouvernement qui a créé un groupe de travail interministériel sur l'itinérance. Donc, il y a ça de nouveau. Il y a David Eckie, ministre responsable de la Société d'habitation, qui dit que ça va permettre au gouvernement d'intervenir plus rapidement pour réduire l'itinérance. Donc, on voit qu'on tente d'arriver avec des solutions et ce groupe interministériel pourrait être bon. On va aller au téléphone tout de suite. Parle, Jase, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Gars, j'ai une question à vous poser pour la Banque alimentaire. Oui. Pour aller là, est-ce qu'ils checkent qu'est-ce que... On va dire comme qu'ils checkent, oui, tu as besoin... C'est de la nourriture, parce que t'as ça, c'est à payer, t'as ça. Ça a déjà existé, là, le gros check-up, mais là, je pense que présentement, c'est ouvert à tout le monde, là, à moins que je me trompe. Je pense pas qu'on fasse de grandes recherches sur grand-chose. Là. Tout le monde est accepté, puis on fournit la nourriture. Là. Ben, c'est sûr que quelqu'un qui reçoit de l'aide financière, qu'on appelle communément du bien-être social, il monte la carte. Ça, c'est très, très évident. Mais si quelqu'un dit, regarde, je travaille, j'ai des enfants, ou je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas m'acheter de nourriture, j'en aurais besoin, ils vont en donner. Les gens sont ouverts, très ouverts. Oui, c'est ça. La demande a explosé, mais je pense que les banques alimentaires sont au courant que tout le monde a de la misère à arriver à joindre les deux bouts. Mais oui, je voudrais savoir aussi la raison de votre question. C'est parce que moi, je suis pas contre la fraude alimentaire. Je sais qu'il y en a qui en ont besoin. Mais je trouve que c'est beaucoup abusé, parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais à une place, je ne nomme pas la place, j'ai passé, puis c'était une banque alimentaire. Il y avait une lignée, tout fumait, il y avait des iPads, vous appelez ça, il y avait le téléphone, mais tu vas leur chercher de la nourriture. Pourquoi que tu peux payer ça, mais tu peux pas payer de la nourriture. Là. C'est ça que je comprends pas. Non, vous voudriez que ça soit vraiment pour ceux qui sont dans le besoin le plus. C'est justement, parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, ça m'a vraiment frappé. Parce que j'ai dit à mon mari, regarde ça, là. Moi, j'ai pas de cellulaire. J'en veux pas. C'est pas que je peux pas m'en acheter. J'en veux pas. J'ai d'autres choses que je peux mettre sur un cellulaire. J'ai le téléphone de la maison. J'ai pas de computer. Je vous le dis de votre acheter, je suis bien honnête. Je sais pas quoi je peux pas. C'est comme je vous dis. Ben, tu vois ça d'une lignée, là, fumée,
Puis, où est-ce que c'est qu'ils prennent l'argent pour payer ça? C'est pas free, là. Non, Je c'est sais pas cher, comment. c'est cher, fumer. Là, c'est rendu un luxe, là. Bon, aujourd'hui. moi, je vais vous dire, moi, là, je veux pas être méchante. Je vous dis, je dois t'assurer, je suis pas méchante. J'aiderai à n'importe qui. OK? Mais quand tu vois des choses de même, moi, j'ai dit à mon mari une fois, j'ai dit, moi, là, OK, oui, il y a des enfants qui font pitié. Ben, j'ai 2 enseignantes, 2 filles enseignantes, puis ils voient des choses, OK? Mais je donnerai mon argent pour le concert avant l'alimentaire, la banque alimentaire. Ça, c'est moi, là. OK? Parce que je veux dire, vraiment, ça brise. Il y a de l'abus, puis tu le vois, puis ça ne devrait pas. Oui, je vous comprends. Il y a déjà Comprenez-vous, là, que je vais dire? Il y a déjà un article qui a été publié par la presse canadienne. Ça a fait les manchettes partout au pays. Radio-Canada, CBC, CTV, TVA, sur les gros organismes de charité, tels que la Société canadienne du cancer. Les hauts dirigeants, il y en a qui faisaient $1 million par année. Pardon? Ouais, ça, c'est... $1 million par année. Puis, donc, les dons que l'on fait, ça va pas seulement pour la recherche, là. Ça va vous payer ces hauts dirigeants-là. Moi, je vais préférer donner à l'Arbre de l'Espoir ici. Oh, l'Arbre de l'Espoir. Si on sait que c'est local, ça reste ici. Oui. Pour les gens du vous. Nouveau-Brunswick. Et non pas payer quelqu'un qui a un bureau d'une tour dorée à Toronto. Je m'excuse. Oui. Oui. C'est sûr que de penser local, hein, quand on sait que l'argent va vraiment demeurer dans la région, c'est toujours plus sécuritaire. Oui. Ben, je vous comprends, madame, parce que c'est vrai que là, avec le coût de la nourriture qui a augmenté et tout ça, il y a des gens qui vont en profiter d'aller juste pour sauver quelques sous, dans le fond, mais c'est pas des gens qui en ont vraiment besoin pour manger. C'est ça votre point. Hein? Oui, c'est ça mon point. Puis il y en a, ça va au bingo. Oui, OK. Hein? Vous savez, pareil comme moi, ça va au bingo. C'est ça qui me frustre, moi. Puis je sais que les enfants, j'aime beaucoup les enfants, puis j'haïrais un enfant, parce que c'est... Mais voir ce que j'ai vu là, puis même à Moncton, j'en ai vu, pareil, la même chose. C'est assis là, ça bègue, mais il y a un téléphone, puis il y a un iPad. Oui. Ben, je vais m'informer pour vous, madame, à savoir qu'est-ce qu'ils font pour le background. Est-ce qu'ils font une recherche, un check-up pour le background des gens et tout ça? Qu'est-ce qui se fait dans la province à ce niveau-là? Je vais essayer d'avoir ces réponses-là, puis je le mentionnerai dans une prochaine émission. OK, ben je vous remercie beaucoup. Ça me fait bien plaisir. Faites une belle journée. Ben, vous aussi. OK, then. Bonne journée. Okay. Bonne journée. Bye-bye. Parle, jazz, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. J'ai manqué la moitié de l'émission, vous parlez d'immigration? On a parlé de plusieurs choses. On a parlé un petit peu d'itinérance plutôt, des banques alimentaires et aussi d'un article qui était sorti aujourd'hui sur les agressions commises par un père de l'Église, là, M. Camille Légère. Mais oui, vous vouliez parler d'un sujet en particulier? Moi, l'immigration, je vois beaucoup de monde se promener avec des téléphones cellulaires que moi, je peux pas afforder. Ça vient pas ils n'ont pas de pays ici. Puis, ils travaillent pas, parce qu'ils sont tout le temps sur le chemin à s'amuser. Hein? Puis, je veux dire, qu'est-ce qu'ils payent le rent? Moi, c'est pas compliqué. Moi, si ça serait moi qui serais en charge de l'immigration, je dirais aux employeurs, si vous avez besoin des employés, appelez-nous. Je créerai un ministère. Appelez-nous, puis nous autres, on va fournir, parce que tu vas pas acheter de quoi si tu n'en as pas de besoin. Tu espères d'en avoir besoin, puis tu vas adorer quoi tu as de besoin. Puis c'est ça qu'ils devraient faire avec l'immigration, parce qu'on est dans un déficit wide open, puis le gouvernement donne de l'argent du monde qui ne travaille pas. Ça, monsieur, je pense que vous faites erreur. Les immigrants qui arrivent ici, ils n'ont pas des fortunes qui leur est données par le gouvernement fédéral ou provincial. Ça, c'est des fausses nouvelles, c'est très clair. Si ces gens-là, les nouveaux arrivants, ont un téléphone, c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. Il y a déjà des organisations qui existent pour essayer de trouver de l'emploi aux nouveaux arrivants. Pourquoi avons tant de travailleurs étrangers qui travaillent dans nos usines de poissons et de transformation des aliments de la mer? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens d'ici qui ne veulent pas travailler là. C'est fatigant. On va chercher des gens ailleurs. C'est malheureux. Allons partout dans les dépanneurs, allons dans les fast-foods dans la région du Grand Moncton, Dieppe, partout au sud-est. C'est beaucoup de nouveaux arrivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas trouver des gens pour travailler là ailleurs. C'est malheureux. On est rendu là. Mais moi, je ne peux pas blâmer le gouvernement parce qu'il y a un nouveau arrivant, quelqu'un qui arrive de l'extérieur puis un téléphone cellulaire, c'est parce qu'il peut se le permettre. Mais c'est pas. Le problème n'est pas le téléphone cellulaire. Le problème, il se promène puis il ne travaille pas.
Oui, ben il y a ça. Puis il y a aussi un autre problème que je vais souligner, c'est que parfois, il y a des subventions qui sont données aux employeurs lorsqu'ils engagent des nouveaux arrivants. Et puis là, des fois, il y en a qui prennent la place d'un emploi de quelqu'un de local à cause de ça. Là. Ça, j'ai entendu parler ça souvent dans différentes usines un peu partout dans la province. Mais oui, vous dites que c'est juste qu'il y aurait de l'argent qui viendrait du gouvernement? Parce que, comme Luc le dit, là, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'argent qui est donné pour faire des dépenses comme ça, là, des cellulaires et compagnie. Bien, il y a des gens qui arrivent ici qui ont de l'argent. Ils arrivent ici, ils vont s'acheter une maison, puis ils vont s'installer dans un quartier à Dieppe, Moncton ou à Shediac, n'importe où, parce qu'ils sont arrivés avec de l'argent en banque. Oui, puis c'est peut-être pour ça qu'ils ne travaillent pas. Hein. Ils ont peut-être déjà de l'argent qui vient de leur pays. Oui, on retourne vers vous au téléphone. Vous voulez ajouter quelque chose? Si on entend d'argent que ça, je suis venu faire ici. Ah, peut-être quitter la misère dans leur pays, la guerre, ça peut être toutes sortes de raisons. Exactement. Oui. Ben oui. Ben, non, moi, je trouve qu'il y a de l'abus, puis il y a de l'abus partout. Tout le monde est sur le welfare, puis nous autres, nos pensions ne montent pas. Là. Par exemple, le welfare, ils ont tout pour ce qu'ils voulaient. Non, moi, c'est mal rené, ça a tout le temps été mal rené, puis ça sera tout le temps. Ça n'a pas différent de quel gouvernement qui est au pouvoir. Il y a trop de monde sur le welfare qui ne devrait pas être là. Moi, je reconnais, là, ils font faire n'importe quoi à part de travailler. Puis ça, sur le welfare. That should not be. Et il y a des gens qui travaillent, qui sont paresseux, qui font pas ce qu'ils ont à faire comme travail. Oui, ben moi, j'ai travaillé toute ma vie avec le mal dans le dos, puis j'ai pas de pitié pour tout ça qui vient dire je peux pas travailler parce que j'ai trop mal dans le dos, puis il peut prendre puis lever des engins puis des réglages. Non, moi, j'ai pas de pitié pour ça. C'est qu'il y a j'ai travaillé toute ma vie avec le mal dans le dos. J'ai mal dans le dos, j'avais 21 ans, moi, j'ai travaillé toute ma vie avec le mal dans le dos. Pas paresseux. Il peut y avoir des abus partout, vous avez tout à fait raison. Oui. Mais c'est pas la majorité des gens qui abusent. C'est une très faible minorité. Non. Non, je connais beaucoup de monde qui travaille, moi. Oui, bien, c'est toujours encourageant de voir que vraiment, il y en a qui ont le cœur à l'ouvrage. Ça existe encore. Oui. En face ici, là, je fais juste venir voir un chum, là, puis en face ici, tu es après à bâtir, là. Ça fait ce gars-là travail, man. Il monte une bâtisse, ça n'a pas d'allure la vitesse. Ben, on les félicite. À la prochaine. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre appel. Et restez en ligne, je vous réponds dans un instant. C'est Parle Jazz pour toutes sortes de sujets ou toutes vos questions, le 506-532-0133. Vous écoutez Parle Jazz. En ce mercredi 1er octobre, on retourne tout de suite au téléphone. Luc, Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, je vous écoute en travaillant. J'ai des radios partout, là. Puis, tout à l'heure, il y a eu un commentaire de fait. Ça voyait comme les prêtres ont abusé des enfants, là. Mm-hmm. Puis, il parlait du Père Jean, naturellement. Puis, quelqu'un qui a venu et qui a dit que les parents avaient un rôle à jouer là-dedans. Les parents, on sait que toutes les doctrines, religion catholique y compris, c'est toutes des doctrines de contrôle puis de peur. Les prêtres, parce que je suis 80, là, quand on dit ça dans les années 50, là, les prêtres utilisaient, c'est supposé être le représentant du bon Dieu sur la terre, puis tu disais rien contre un prêtre, parce que tu allais avoir la malédiction de Dieu. Ah oui, ça, c'est grave. Ça, c'est grave, ça. Bon, puis les prêtres ont utilisé ça, puis même les évêques ont caché le pédophile, puis ils prennent les pédophiles, le gambler, puis tout ça, là. Bon, parce que si tu disais quelque chose comme un prêtre, moi, j'ai connu un homme, il a été abusé par le prêtre. Quand il est arrivé chez eux, il a dit ça à ses parents dit, on dit jamais rien contre un prêtre, on dit jamais ça, puis il l'a retourné. Oui, exactement. Pourquoi? C'est que la religion catholique a utilisé ce paragraphe-là, là. Si vous dites quelque chose contre un prêtre, vous allez avoir la malédiction de Dieu. Puis ils avions ancré ça dans la tête de mes parents, mes grands-parents. Ils l'ont eu, là. Oui, c'est un régime de peur. C'est un régime de peur, puis c'est pour ça que les enfants, comment est-ce qu'il y en a, si on y allait dans tous ces enfants-là qui ont été abusés, comment est-ce qu'il y en a qui ont parlé à leurs parents, là, puis ils ont dit, tu dis jamais ça contre un prêtre. C'est là que ça s'est joué. Ça fait que, naturellement, même la loi, il n'allait pas contre, parce que moi, je connais un cas je connais, la personne a été voir un avocat, l'avocat a été voir l'évêque, puis l'évêque a dit, touche pas à ça.
Non, c'est grave. Puis, en plus, hier, c'était la journée Vérité et Réconciliation là, des peuples autochtones. Puis, pour tous les enfants qui n'étaient pas rentrés chez eux, puis il y avait ce régime du silence, ce régime de la peur aussi qui existait à l'époque. Puis, on voit que ça a touché non seulement les Autochtones, mais aussi les enfants blancs et dans plusieurs domaines, pas juste à l'Église. Absolument. Ça a touché les enfants de nos paroisses qu'on connaît parce que c'est un régime de peur. Puis, toutes les religions, c'est des doctrines de peur puis de contrôle. Quand tu fais peur à un peuple, tu le contrôles. Puis c'était dommage, mais c'est ça que ça a été. C'est que quand j'ai attendu ce commentaire-là, matin, qui a dit les parents avaient joué un rôle, aujourd'hui, ça marcherait pas de même parce qu'on ne croit plus là-dedans. Là. Mais dans ce temps-là, les parents étaient brainwashés. Si tu disais quelque chose contre un prêtre, que tu y allais voir la malédiction de Dieu, puis la malédiction de Dieu, c'est de la peur. Oui, ça faisait peur aux gens, mais oui. C'était ça. C'est ça mon commentaire maintenant. Oui. Sébastien, c'est tout comme les entraîneurs de hockey, les coachs de pee-wee, de bantam, de joueurs de hockey qui ont abusé de ces enfants-là. Est-ce qu'on semble croire qu'il n'y a pas de parents qui s'en doutaient? Au contraire, je pense que l'organisation... Même chose chez les scouts. Les gens s'en doutaient, puis ils n'osaient pas rien dire de peur de déranger l'ordre établi. Mais c'est pas tout le monde. On s'entend que c'est pas tout le monde. Mais il devait certainement y avoir des gens qui étaient au courant et qui voyaient ça se passer en coulisses, mais qui avaient peur de dénoncer des conséquences. On va prendre un autre appel. Parle, Jazz. On vous écoute. Oui, je reviens à cause que Luc disait, puis le dernier monsieur qui a appelé. Là. Oui. Puis ça a toujours existé comme... Mais c'est pas juste les prêtres, donc, qui disaient les coachs, les scouts. Puis, donc, comment tu dénonces? Le pédophile fait bon train quand les citoyens ne disent rien. Puis ça peut être les parents, ça peut être ça peut être l'enseignant. Puis il y a une loi, il y a une loi qui dit, je pense que Luc doit être au courant de ça, qui dit si tu es un professionnel, disons un avocat, un enseignant, un docteur, si tu doutes qu'un enfant a été abusé, c'est la loi, faut que tu le rapportes. Vous avez tout à fait raison. C'est une loi provinciale qui existe au Nouveau-Brunswick depuis les années 80. C'est très clair. Je me souviens, j'ai moi-même donné de la formation à des médecins et qui étaient très hésitants à porter plainte, à faire des rapports. Oui. Je dois vous dire que ça a changé maintenant. Ce n'est plus le cas, heureusement. Mais le nom de prêtre n'est pas dans cette liste de gens pour qui rapportent. Non. Parce qu'il dit, apparemment, il dit c'est une doctrine, c'est pas un job, c'est pas un job comme tel. C'est pas professionnel. Pas professionnel. Mais il faudrait franger la loi puis ajouter le nom de prêtre là-dedans, parce que les autres peuvent s'enclairer. Puis on a toujours clairé à cause de ça. Mais n'oubliez pas que le secret... Ça, je pense, il y a un qui dit, ça arrive pas à ça. Mais c'est peut-être pire à cela, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont seuls, des familles monoparentales, puis que le jeune est tout seul, puis que la mère travaille ou le père travaille, puis l'enfant a du temps libre à la maison, surtout avec Internet. Je pense que ça existe encore, ça court mais d'un autre côté, d'une autre manière. Puis, comme dit, il y a les scouts, les coachs, mais il y a des mononcles, des grands-pères, puis des voisins, là, puis des cousins qui ont abusé aussi les enfants. Vous avez tout à fait raison, parce que la plupart, c'est clair, c'est prouvé que la plupart des agressions sexuelles se font de personnes proches de l'enfant. Même dans la même famille. Ah, exactement. Écoute, je vais donner un exemple du pouvoir de l'Église. Il y a un curé au Nouveau-Brunswick qui s'est fait arrêter, puis c'est un gars qui buvait énormément, c'était alcoolique. Il s'est fait arrêter par la GRC. L'agent de la GRC l'a accusé d'ivresse au volant. 3 semaines plus tard, cet agent de la GRC s'est retrouvé déployé dans le nord de la Saskatchewan. C'est vrai, là. Je n'invente rien, là. C'est vrai. Je vous dirai pas de nom, mais je suis au courant. Oui. C'est honteux. Il reste que, donc, faudrait dire, puis je comprends sa conscience de ça, là, que c'est de dire, puis de ce qui se passe dans la famille. On dit encore, le pédophile fait bon train quand la population ne dit rien. Quand on osera parler, puis les rapporter, avoir le courage de le faire, surtout quand ça arrive un mononcle ou un grand-père, puis il y a bien des grands-pères qui ont abusé, puis on a des preuves de ça, puis des mononcles, puis des voisins, puis des frères, on a entendu en masse. Ça fait, mais quand c'est qu'on forme les yeux là-dessus, on fait l'aveugle, on fait l'autruche, ben il y a bien des affaires qui vont se passer.
Moi, je me souviens que dans les écoles, il y a de la formation qui se donnait, ça s'appelle aux enfants. Ton corps, c'est ton corps. Ben oui. S'il y a des enfants qui nous écoutent, votre corps, c'est votre corps. Vous dites. Et puis, il n'y a pas d'adulte qui peut faire des choses que vous ne voulez pas. N'hésitez pas à porter plainte. Si la personne qui est proche de vous ne vous écoute pas, parlez aux voisins, parlez à la voisine. C'est très important. Important d'en parler. C'est la seule façon que ça peut arrêter. Je pense qu'on devrait mettre un emphase là-dessus aux écoles. Puis je dis toujours, là, on vient, comme Serge l'a dit tantôt, là, on ferme juste la journée des enfants abusés, là, disons, tous les enfants, faut protéger les enfants, mais ça vient pas juste des Autochtones, ça vient de toute la population. C'est nous autres qui devraient s'en occuper le plus de ça. Ça prend une population pour élever les enfants, mais s'il y en a qui ferment les yeux là-dessus, là, c'est notre avenir. Puis on peut dire que c'est même, comme vous le disiez, il y a une loi là-dessus, donc c'est se rendre coupable soi-même de fermer les yeux sur des choses comme ça. On peut être accusé d'avoir été négligent, de ne pas avoir apporté. Moi, je me souviens, j'étais petit gars, puis j'aimais aller patiner pour décoller, moi puis mon ami. Patin sur le bord de l'épaule pour faire du pouce. Puis je me souviens, mes parents puis les parents de ce petit gars-là disaient, si tel monsieur arrête, embarquez pas, dites que vous ne faites pas de pouce. Puis quand je suis devenu adulte, j'ai réalisé que ces personnes-là, c'était des pédophiles. Donc, ils savaient, mais ils ne voulaient pas les arrêter. Ils faisaient juste dire aux enfants de faire attention. Hey, c'est grave. Non, c'est grave. Puis nos parents, ils ne faisaient pas ça méchamment. C'était l'époque. Ouais. C'était tout justement l'époque. Oui, ça m'est arrivé aussi. Moi, ici, c'est la même chose. Moi, j'étais plus vieux, j'embarquais, mais j'allais pas loin. Mais je le savais au-dessus. Je le savais, puis il poussait pas la loque. Disons, il s'asseyait, mais pas plus que ça. On a connu ça. Moi, je dois vous dire que si le monsieur avait fait une approche, là, il allait manger un coup de patin. Un coup de patin parce que tu revenais de jouer au hockey. Oh là là. Bonne journée, puis. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Bonne journée. Donc voilà. Et puis, je voyais qu'il y avait d'autres appels en attente. Il y en a qui ont raccroché. Vous pouvez revenir. Il reste quelques minutes si vous voulez poser vos questions ou commenter la situation au 506-532-0133. Le 532-0133. Il reste seulement quelques minutes aujourd'hui, Luc. Une émission chargée avec de nombreux appels et des sujets qui sont assez épineux. 12 sujets, on a couvert 3 ou 4. Écoute, on parle d'abuseurs d'enfants. On parle d'un enseignant récemment au Nouveau-Brunswick de 80 ans qui a été trouvé coupable. Il a fait ça pendant une trentaine d'années dans les écoles qu'il a enseigné dans la région du Grand Moncton. Est-ce que quelqu'un, honnêtement, va essayer de me faire croire qu'il n'y a personne, d'autres enseignants qui se sont rendus compte que ça existait, qu'il y avait des penchants envers les petits gars? C'est impossible. Je peux pas croire ça. Impossible. Les gens savaient, ils se fermaient les yeux disant « Ah, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas si grave que ça. » Alors là, enlevons nos œillères et faisons face à la réalité en face et avouons-le si on a des reproches à se faire à soi-même parce qu'on a gardé le silence. Je pense que c'est le temps de faire mention honorable et puis de dire « c'est mon erreur » et de s'excuser aussi. Tout à fait. Parce qu'il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Puis, on va pas non plus se taper sur les doigts les uns les autres dans le sens qu'on comprend aussi qu'il y avait une culture du silence qui était très importante à l'époque. On ne peut pas blâmer les gens qui se sont tus, que ce soit au niveau de... Lorsqu'on parle de coach de hockey, des chefs scouts, des curés, des enseignants, nomme-les, des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ont abusé des enfants ou de d'autres adultes. C'était l'époque. C'était l'ère du temps. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et quelqu'un aurait accusé quelqu'un, pointé du doigt. Souvent, il était banni. Les gens de la communauté ne parlaient plus. Ils devaient quitter la région. T'as vu, hein? C'est ça, un qui s'est fait envoyer travailler dans le nord de la Saskatchewan. Exactement. Puis, ouais. Ah, c'est très intense. Bien, merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'émission aujourd'hui. On reviendra peut-être éventuellement là, sur ce groupe de travail interministériel sur l'itinérance qui a été formé par le gouvernement et on veut réduire l'itinérance de 40 % d'ici 2029. Alors ça, ce sera un dossier intéressant à suivre et je pense que les solutions, au moins, ont du bon sens. Les possibilités sont là. Il faut attaquer le problème de front. À la source. Exactement. Un toit n'est pas unique. Solution au problème. Hey, mais juste en terminant, Luc, on donne place à un dernier appel? Absolument. On avait lancé l'appel, alors on y va. Parle Jazz, c'est à vous. Dernier appel aujourd'hui. Parle Jazz, on vous écoute? Oui, bonjour. Bonjour. Des programmes comme vous avez vient d'écouter, là, il faudrait qu'il y en ait plus de ça parce que peut-être que les parents puis les enfants pourraient tout pogner ça puis
peut-être plus dénoncer. Vous pensez qu'il y a un petit peu d'éducation à travers l'émission? Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est très apprécié que vous nous disiez ça. Puis, je vous souhaite à vous une bonne journée. Et puis, proposez-le aux gens d'écouter Parle Jase. Oui. Merci beaucoup. OK, bonjour. Bonne journée. Bonne journée. On s'est fait remercier, Luc, pour cette émission. Un appel comme celui-là, ça veut tous les efforts que l'on fait pour pendant 1 heure parler des sujets que l'on aborde. On veut que les gens nous écoutent, on veut que les gens soient conscientisés par ce que l'on dit. On ne fait pas chialer, c'est pas du chiolage que l'on fait, c'est partager de l'information. Merci, Luc, si bien dit. Et puis, j'ai hâte de te retrouver. On va se retrouver la semaine prochaine. Absolument. Dès lundi, Sébastien. Oui, demain, ce sera un Parle Jase Sport. Et on a aussi Mario Doiron, Monsieur Carotte vendredi pour tous vos trucs de jardinage. Merci d'être fidèle au poste à Parle Jase. Je vous souhaite un bon mercredi et à bientôt.